Quand on pense à la mondialisation, on a souvent l'image d'un truc un peu abstrait, le fameux cloud, des flux invisibles qui se baladent dans les airs. Mais en réalité, c'est bien plus concret que ça, et surtout bien plus humide. Le vrai cœur de notre monde, ces artères, eh bien, elles sont sous l'eau. C'est là que tout se joue, nos échanges, nos rivalités, tout. Allez, petite question pour démarrer. Si l'économie mondiale était un corps humain, c'est quoi son artère principale? L'artère vitale, celle qui, si on la pince un tout petit peu, peut tout faire s'arrêter. On pense tout de suite à une grosse autoroute, peut-être, ou à un aéroport géant, mais non, rien à voir. La réponse est beaucoup plus liquide. Eh oui, c'est un des trois. Juste un passage maritime. Et pour vraiment saisir à quel point c'est un point névralgique, on va aller voir de plus près le plus célèbre de tous. Et nous voilà dans le détroit de Malacca. En géopolitique, on a un mot pour ça, un choke point, un goulet d'étranglement. Imaginez un passage super étroit mais super important. Tellement important que si on le bloque, c'est une partie de l'économie mondiale qui risque l'asphyxie. Là, c'est vraiment le point chaud. Imaginez, un quart de tout le commerce maritime mondial doit passer par cet entonnoir. C'est énorme. Le trafic est tellement dingue qu'on est à la limite de la saturation totale. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la piraterie, une menace constante. Mais le plus tendu, c'est ce qu'on appelle le dilemme de Malacca pour la Chine. Pour elle, c'est simple. 90% de son pétrole passe par là. Un blocage, même de quelques jours, et c'est toute son économie qui prend l'eau. On comprend mieux pourquoi une bonne partie de sa stratégie géopolitique tourne autour de ça. Ok, maintenant, on prend un peu de recul. Le détroit de Malacca, c'est un point hyper stratégique, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. En fait, les océans, ce ne sont pas juste des grandes étendues bleues, ce sont les vraies autoroutes de la planète. C'est par là que tout passe, nos marchandises, mais aussi nos données. Et là, attention, voilà un chiffre qui va peut-être casser une idée reçue. On nous parle tout le temps de cloud, de nuages, on s'imagine que nos données flottent quelque part au-dessus de nos têtes, envoyées par satellite. Mais la réalité, elle est tout autre. 90% de la totalité du trafic Internet mondial, nos emails, nos messages, nos séries en streaming, eh bien tout ça, ça passe par d'énormes câbles posés au fond des océans. Et pourquoi? C'est tout bête, c'est beaucoup plus rapide, bien moins cher et surtout plus fiable que les satellites. Pour se donner une idée, chaque jour, c'est plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières qui passent par ces câbles. Ce n'est pas juste un réseau de communication, c'est littéralement le système nerveux de l'économie mondiale. Donc, la phrase à retenir, c'est celle-là. Le cloud n'est pas dans le ciel, il est au fond de l'océan. Et ça, évidemment, ça pose un énorme enjeu stratégique. Ces câbles, ce sont des points de fragilité. On l'a vu avec les révélations d'Edward Snowden, la NSA américaine, par exemple, ne s'est pas gênée pour les mettre sur écoute. Bref, qui contrôle les fonds marins, contrôle aussi le flux de l'information. Bon, si ces espaces maritimes sont aussi vitaux, la question qui vient juste après est logique. Mais au fait, à qui appartient la mer? Et là, on entre dans une sorte de nouvelle course à la conquête, une course à l'appropriation des fonds marins. Alors, pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, le droit international a inventé un concept absolument central, un truc à connaître, la ZE, pour zone économique exclusive. En gros, c'est une bande qui s'étend jusqu'à 370 km des côtes, et sur cette zone, un pays a le droit exclusif d'exploiter toutes les ressources, que ce soit la pêche, le pétrole, le gaz, tout ce qu'on peut y trouver. Pour faire simple, la Grande Convention de Montego Bay de 1982 a découpé la mer en 3 parties. Tout près des côtes, on a les eaux territoriales, là l'État fait quasiment ce qu'il veut. Ensuite, il y a cette fameuse ZEE, où il a le monopole pour exploiter les ressources. Et puis, beaucoup plus loin, c'est la haute mer. Là, en théorie, c'est la liberté pour tout le monde, un patrimoine commun de l'humanité. Évidemment, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est une autre histoire. Et l'exemple le plus frappant, c'est ce qui se passe en mer de Chine méridionale. La Chine y revendique une ZEE gigantesque, et pour justifier ses droits, elle fait un truc assez fou. Elle poldérise, c'est-à-dire qu'elle prend des récifs ou des simples îlots, elle déverse des tonnes de sable dessus pour créer des îles artificielles, et hop, elle y construit des pistes d'atterrissage et des bases militaires. Un simple caillot se transforme en base, et cette base lui donne le droit de revendiquer une ZEE tout autour. C'est la géopolitique en action. Cette course à l'appropriation, ça nous amène tout droit aux enjeux de puissance pure et dure. Parce que pour contrôler ces espaces, pour faire valoir ses droits, il faut des muscles. Et c'est là qu'entrent en jeu les marines de guerre, la surveillance, la projection de force. En fait, les marines militaires ont une double casquette. D'un côté, il y a leur mission officielle, on va dire, un peu comme une police des mers, lutter contre les pirates, protéger les navires de commerce, faire des sauvetages. Et de l'autre, il y a le rôle purement géopolitique, beaucoup plus stratégique. Projeter la puissance de son pays très loin de ses côtes, espionner les concurrents, et au final, affirmer sa souveraineté, par la force si besoin. L'un ne va jamais vraiment sans l'autre.
Et à ce petit jeu de puissance, les choses sont assez claires. Les États-Unis sont encore dans une ligue à part. Ils ont une capacité d'intervention sur absolument tous les océans du monde. Mais la vraie dynamique du moment, ce que racontent vraiment ces chiffres, c'est la montée en puissance spectaculaire de la marine chinoise. Ils construisent des navires à une vitesse folle, avec un but très clair, venir contester cette domination américaine. Mais toute cette exploitation, cette course au contrôle et à la puissance sur les mers, ça a un coût terrible. Et c'est là qu'on arrive à la face vraiment sombre de cette mondialisation maritime. Plus on se sert des océans, plus on est en train de les détruire. Encore une question, mais celle-là est beaucoup moins réjouissante. Le 7e continent. Est-ce que ce nom dit quelque chose? Ça sonne presque un peu poétique, non? Pourtant, la réalité, c'est un vrai cauchemar. Parce que ce continent n'est pas fait de terre, c'est un continent de plastique. Une soupe gigantesque de déchets qui s'est formée au milieu du Pacifique sous l'effet des courants. Pour se faire une idée, sa surface est estimée à plusieurs fois la taille de la France. C'est sans doute le symbole le plus visible et le plus choquant de notre pollution des océans. Et le pire dans tout ça, c'est d'où vient cette pollution. Ce chiffre-là, il est essentiel à comprendre. 80% de toute la pollution marine vient en fait de la Terre. De nos poubelles, de nos rivières, de nos villes. Le problème des océans, en réalité, il commence chez nous, sur les continents. Et ce continent de plastique, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, le plus visible. Car, sous la surface, il y a d'autres menaces, tout aussi graves, qui rongent les océans. La surpêche industrielle qui est en train de vider la mer, les pollutions chimiques qu'on ne voit pas, et puis bien sûr, le changement climatique qui réchauffe l'eau et la rend plus acide, menaçant la base même de toute vie marine. On se quitte donc sur cette question qui reste ouverte et qui résume finalement tout le problème. D'un côté, les océans sont le moteur indispensable de notre monde, de l'autre, ils sont la première victime de ce même système. Alors, exploitation ou préservation, comment trouver le bon équilibre? C'est sans aucun doute l'un des plus grands défis de notre siècle.